Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Richard. Bonjour Corentin. Est-ce que vous êtes content de votre jingle ? Je suis ravi de mon jingle, merci. Je suis honoré surtout. Et donc on rappelle que vous êtes donc notre partenaire Valeurs Actuelles et on le redit que vous avez écrit Le rond de serviette est-il de droite aux éditions La Nouvelle Librairie. Et aujourd'hui vous voulez nous présenter donc deux BD, le dernier Spirou, La mort de Spirou, alors c'est un Spirou un peu particulier, et Le Père Elijah, une apocalypse, donc c'est une bande dessinée tirée d'un roman. Exactement. Là, on va commencer peut-être par Le Père Elijah. Donc, pour ceux qui connaissent la série de O'Brien, donc Monsieur O'Brien est un Canadien, si je ne m'abuse, Michael O'Brien, qui a écrit plusieurs livres, dont Le Père Elijah, une apocalypse, qui était paru aux éditions Ignatius Press, donc qui sont une excellente maison d'édition, qui notamment édite l'intégralité de Chesterton en anglais, pour ceux qui en ont le goût, et basé à San Francisco, et ça paraît en 1996. Et Le Père Elijah devient un succès de librairie incroyable, traduit dans des dizaines de langues, au moins en 14 langues si je ne m'abuse. Et depuis, il y a eu plusieurs autres romans qui sont parus aux éditions Salvator. Et les éditions Salvator ont décidé d'adapter en bande dessinée ce premier roman, Une apocalypse, donc la première aventure du Père Elijah. Donc le Père Elijah est un Israélien, un combattant, un ancien homme politique qui s'est converti au catholicisme et qui est devenu moine dans un couvent en Israël. Et pour des raisons que, évidemment, le roman explique et qu'on découvre peu à peu, en tant que spécialiste de l'archéologie biblique, il est amené à intervenir au milieu du Vatican pour essayer de mieux comprendre ce qui est en train de se passer à un niveau mondial où une espèce de nouveau messie politique, une espèce de croisement improbable, en tout cas grâce à la plume des dessinateurs entre Emmanuel Macron, Bill Clinton et JF Kennedy, donc autrement dit un antéchrist, disons un beau méchant. un vrai méchant, avec une tête d'ange, est en train de vouloir apporter à l'humanité la paix et le bonheur, évidemment en supprimant les nations. Au passage, je ne sais pas si les gens savent que Laurent Dandrieux vient de publier un excellent livre justement sur cette question de l'universalisme chrétien et de la nécessité des nations. Bref, revenons à la bande dessinée. Et cette bande dessinée est vraiment une bonne adaptation. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un décalque plat de l'intrigue. Il y a évidemment une condensation, une réduction. On ne peut pas suivre chaque ligne. On privilégie les dialogues, mais il y a aussi de l'action. Le trait du dessinateur est tout à fait agréable et on sent qu'il s'est vraiment beaucoup documenté sur Rome et sur la Palestine, surtout sur Rome qui nous dessine en long, en large et en travers. Le dessinateur, c'est Nicolas Doucet, qu'on connaît surtout pour Familus, dans Famille chrétienne. Et donc, je tiens à dire que ceux qui, par hasard, ne seraient pas totalement acquis au dessin de Familus seront agréablement surpris, comme moi, et que Nicolas Doucet me pardonne, par la qualité de ce dessin-là, qui est réaliste, intelligent, qui pose bien les choses et qui, surtout, accorde une grande part à l'expression des personnages. C'est vraiment une bonne bande dessinée. Ce n'est que le premier tome, donc on est laissé au milieu de l'intrigue. Je dis que c'est le premier tome. Il y en a forcément un deuxième, il y en a peut-être un troisième, j'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est le début d'une aventure avec ceux qui permettront ceux qui redécouvriront en fait le Père Elijah ou qui vont le découvrir et peut-être auront le goût de lire toute la série qui est vraiment très intéressante, évidemment avec une vision de la catholicité un peu inquiète, on se demande pourquoi, à l'intérieur d'un monde qui paraît un peu déchristianisé et d'une église qui paraît un peu mondialisée. Et comment vous expliquez le succès du Père Elijah ? C'est l'intrigue qu'il y a derrière, Alors, c'est le fait qu'il y a un homme de Dieu qui décide en fait que nous n'appartenons pas au monde et que nous devons d'abord appartenir à Dieu. Je crois que c'est quelque chose d'absolument surprenant et que, comme d'habitude, bien sûr, beaucoup de catholiques ne se posent pas de questions ou refusent de se poser des questions, mais sont extrêmement satisfaits quand on leur propose une fiction où on leur dit que, en fait, ne pas être acquis à tout ce qui traîne dans le caniveau est sans doute la bonne voie évangélique plutôt qu'au contraire
passer son temps à essayer de courir après le siècle. Et Si je peux me permettre d'être un peu polémique. Bon, allez-y Richard, maintenant que vous passez sur CNews, tout est permis. Donc ça c'est le père Elijah, et donc vous nous parlez de la mort de Spirou. Alors c'est terrible. Alors là, c'est terrible. Alors là aussi, c'est le premier tome d'une aventure qui comptera 2 tomes. Juste sur Spirou, si vous pouvez revenir, parce que moi je ne savais même pas qu'il y avait des Spirou qui... Tous les ans il y a un nouveau Spirou. Alors non, alors ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu de nouveau Spirou, parce que donc là c'est le 56e épisode des aventures de Spirou et Fantasio. Alors Spirou et Fantasio, c'est un personnage qui est créé par Rob Vell, donc avant même la Deuxième Guerre mondiale, et puis plusieurs dessinateurs se succèdent. JG notamment dessinera Spirou et Fantasio, et Franquin lui donne une extension et une renommée et une qualité absolument incroyable. Bon, Rob Vell, peu de gens s'en souviennent. JG a fait un travail tout à fait honnête, bien sûr. En fait, les éditions Dupuis en 39-45 ont quasiment assassiné JG à force de lui fourguer tout le travail qu'il y avait à faire. Mais lui a tout pris, donc c'est une puissance de travail absolument incroyable. Et puis, Tom et Jean-Ry prennent la succession de Franquin. Il y a eu des épisodes au milieu. Roba a un peu travaillé, Covin a fait un essai. Bon, ça n'a pas marché. C'est compliqué de reprendre une série. Ouais. Tom et Jean-Ry réussissent à la reprendre et la produisent une magnifique série d'albums. Et puis, depuis, il y a eu quelques tentatives de reprise plus ou moins foireuses. Et les éditions Dupuis ont fait vivre le personnage en lui permettant en le prêtant, si j'ose dire, à des couples de scénaristes et de dessinateurs, comme par exemple Schwartz et Yann, qui ont produit le Groom vert de gris sur l'occupation allemande, La femme léopard, une aventure absolument fantastique et merveilleuse. Yann et Schwartz, ce sont eux qui dessinent et scénarisent en ce moment Atom Agency, une très très bonne série de Dupuis, qui fait beaucoup penser à ce que Tillieux produisait. Pourquoi est-ce que je parle de Schwartz, et pourquoi est-ce que j'ai retracé à votre demande, et vous avez eu raison, la manière dont ça fonctionne, parce que c'est Schwartz qui est aux commandes du dessin de cette reprise, et dont on espère qu'elle sera la bonne, parce que effectivement Schwartz dessine très très bien, dans un style vraiment ligne claire, qui n'est pas exactement le style de Franquin. C'est un peu moins nerveux, un peu moins anguleux, un peu plus aimable, un peu plus chalant. Et il y a Benjamin Habitant et Sophie Guérive qui sont aux manettes du scénario. On voit qu'ils ont voulu reprendre, comme tous ceux à qui on donne une série, en faisant en sorte que ça s'inscrit dans une certaine continuité, et donc Spirou est habillé en groom, Fantasio et lui conduisent la turbotraction, il y a bien sûr le comte de Champignac, il y a bien sûr Zorglub, Spip se remet à parler, donc on revient vraiment aux fondamentaux. Il n'y a pas encore le Marsupilami, donc on verra bien si le Marsupilami débarque dans le tome 2. Il existe dans l'image de quatrième de couverture qui présente les 56 albums, il y a Sécotine, et il y a quand même le Marsupilami qui est en train de dormir sur le ventre du camarade Fantasio dans un hamac. Et il y a dans cette image quelque chose d'assez émouvant, puisqu'il y a aussi un petit animal qui avait été inventé par Tom et Jean-Ry. Il y a la casquette de Zantafio, le cousin maléfique de Fantasio. Donc on voit qu'il décide de reprendre tout ce qui fait la recette de Spirou et Fantasio, et qui est une aventure avec de la technique, de l'écologie, des méchants qui sont avides de pouvoir et d'argent, des foules stupides qui ne comprennent pas ce qui se passe, et les deux héros qui sont à la fois magnifiques et maladroits, et qui essayent d'avancer et de débrouiller cette aventure qui se passe sous l'eau. C'est un hommage au repère de la Murène, c'est un hommage aussi à une aventure de Spirou et Fantasio qui s'appelait Spirou et les hommes bulles, où ils descendaient dans une ville sous-marine, repère de milliardaires effrayés par le bruit à la surface. Donc là, c'est assez amusant, parce que cette intuition écologique de Franquin est reprise, et il montre comment est-ce que des gens surfe sur la vague de l'écologie pour en fait le dévoyer complètement, en faire un produit mercantile et commercial. Donc il y a une petite dénonciation, si j'ose dire, du capitalisme actuel, ou en tout cas des tendances mercantilistes actuelles, mais bon, c'est pas non plus une BD sociale, c'est surtout une bande dessinée d'aventure, et comme d'habitude avec Schwartz, c'est bourré de détails très drôles. C'est-à-dire à un moment donné, Spirou et Fantasio rentrent dans une salle où sont censés être enfermés les gens les plus dangereux, et donc il y a 3 énormes
énormes scaphandres qui sont des scaphandres de contention, et il y a un minuscule scaphandre qui est le scaphandre prévu pour Spip. Voilà, donc ça c'est typiquement le genre de vanne que Schwartz dessine, et donc ça ne fait pas partie du scénario si j'ose dire, mais ça fait partie du plaisir qu'on a à parcourir chaque case, et ça pour le coup, je trouve que Schwartz reprend parfaitement la manière dont Franquin lui-même surchargeait ses cases de petits signaux, car il avait toujours peur que les gens ne rient pas assez. Il en parlait notamment sur Gaston Lagaffe, et donc on lit le gag, et après on reprend le gag. D'ailleurs, on a intérêt à reprendre le gag, parce que plus ça avançait, moins les gags de Gaston Lagaffe étaient drôles. Mais là, il y a donc c'est bourré de détails très amusants, et aussi de grandes cases absolument muettes, même de planches totalement muettes. Par exemple, la double planche 30-31, ce n'est que la dernière bande de la dernière page qui a quelques rares bulles. Il y a une vision d'horreur avec une limule radioactive et mutante qui est en train d'attaquer nos deux héros, qui sont évidemment protégés par une bulle d'air inventée par un champignon de Champignac. Donc on est dans l'esprit vraiment en train de reprendre ce qui fait le charme de la série, et j'espère véritablement que Schwartz va continuer à donner d'excellents albums, puisqu'il en a produit beaucoup. Je répète, Atom Agency, il y a déjà 2 tomes, et aussi dans ce qu'ils appellent le Spirou-verse, qui ne me paraît pas très intéressant, mais voilà, le Groom vert de gris, la femme léopard, le maître des ostinoirs, et surtout, puisqu'on parlait de JG, Gringos Locos, où il raconte l'épopée de JG qui a emmené Maurice et Franquin, puisque c'est JG qui a appris à Franquin à dessiner, qui les avait emmenés aux États-Unis pour fuir la catastrophe communiste. Voilà. Donc Gringos Locos, c'est un album à hurler de rire. Donc 2 belles BD. Donc on rappelle le premier, Père Elijah aux éditions Salvatore, et La mort de Spirou. Alors je ne sais pas si ça nous gâche la fin, mais La mort de Spirou aux éditions Dupuis. Ce n'est que le tome 1, le tome 2, j'espère, nous verra tous joyeux et réconfortés. Avec Spirou ou non. Merci beaucoup Richard de Sèze. On rappelle, vous êtes notre partenaire Valeurs Actuelles, et on rappelle le titre de votre livre, Le rond de serviette est-il de droite, Spirou est-il de droite? Je crois que dans cet album, Spirou tendrait vers la droite, mais on va attendre le tome 2. Merci beaucoup Quentin. Merci beaucoup. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.